Merci en tout cas, docteur Loupoupé, merci Madame Degnaud d'avoir eu la gentillesse de m'inviter pour pouvoir parler devant vous. Donc messieurs, dames, bonsoir, chers confrères. Je m'appelle Mario Barmaki, je suis médecin, je suis de passage sur le territoire. Je suis chef de service d'un département douleur et soins de support dans un hôpital dont le nom va vous évoquer des choses, s'appelle le Medipôle, à Lyon. Que voilà. Il est un tout petit peu plus récent, il a 3 ans. Et effectivement, il y a 800 lits dedans, il y a une grosse structure. Le service s'est développé très rapidement. Alors ça fait effectivement un peu des tailles d'hôpitaux limite gérables sur un plan humain. Mais il faut dire que l'organisation, on a fait avec. Et puis voilà. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que ce département est un grand département, mine de rien, il a grandi assez vite. 9 médecins, plusieurs infirmières, plusieurs psychologues, une psychiatre. Elle ne chôme pas. Ce département a la spécificité d'avoir été désigné par l'ARS comme étant un centre de référence de la fibromyalgie, entre autres. Une de nos spécialités, c'est d'accueillir les patients. Et par un effet entonnoir, on a du coup une file active qui s'est constituée en quelques années, qui atteint à peu près pour l'instant les 4500 patients, quelques patients et beaucoup de patientes. Et ce que je voulais éventuellement ce soir, c'est partager avec vous un tout petit peu notre expérience. Alors il n'y a pas de vérité absolue dans ce domaine-là, ça c'est sûr. Le titre est déjà la première provocation, hein, est-ce que c'est un véritable syndrome ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Le débat est ouvert parce que personne n'est capable d'aujourd'hui de pouvoir, avec une certitude, dire si c'est l'un ou l'autre. Nous avons nos intimes convictions, nous avons notre impression clinique, et effectivement, au fur et à mesure, j'aimerais développer avec vous ce que l'on voit. Et pour pouvoir éventuellement être le plus fluide possible, on va partir d'un cas clinique. Voilà. Allez, juste un brin d'épidémiologie, parce que c'est intéressant. 2 à 5 personnes sur 100 souffriraient de fibromyalgie en France. Alors je parle effectivement des données que je maîtrise. Un ratio de 1 homme pour 9 femmes. Il y a une petite explication. Alors, ça représente des chiffres qui sont très flous. Et je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi les chiffres sont très flous, parce que quand on regarde le nombre de Français et de Françaises, la fourchette, elle est très 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 large. C'est un défaut de recensement, de reconnaissance, selon les caisses d'assurance maladie, selon la capacité des uns et des autres à faire reconnaître leur pathologie, selon le diagnostic qui en a été fait ou pas, mais on estime qu'ils sont plus proches de la fourchette des 3 millions que de la fourchette des 300 000. C'est reconnu depuis l'OMS, depuis 92, donc c'est pas récent, mais en même temps, le chemin qui a été fait de 92 jusqu'à maintenant fait que on estime que en métropole, il y a 1 médecin sur 2 qui est fibrosceptique. 1 médecin sur 2 qui ne croit pas en cette entité. À tort ou à travers, on verra par la suite. Ça touche quand même, sur un plan mondial, entre 2,2 et 3,1 de la population mondiale. C'est quand même pas rien. Donc ça pourrait en faire une vraie problématique de santé publique. Alors je vais commencer déjà par cette diapo qui m'a vraiment... Alors on a tous reçu cette patiente un jour... Alors vous avez la patiente, alors docteur, pour ma maladie, que j'ai mal partout, et dans tous les examens qui sont normaux, et qu'aucun traitement ne me soulage, et que de toute façon je ne supporte aucun médicament, vous allez m'envoyer chez un grand professeur à Paris. Voilà. Il y a ce genre de patients qui arrivent avec le même topo. Ce qui est triste, c'est que au bout de 20 ans, qu'on continue à suivre ces patients, et le même scénario se reproduit, les mêmes questions, les mêmes réponses. Et les progrès sont très lents. Pour 2 raisons. La première, c'est le scepticisme autour de cette pathologie. La deuxième, c'est que
la recherche, les laboratoires, ne s'intéressent pas à cette pathologie. Il n'y a pas de recherche active, mis à part de la recherche fondamentale, dont la dernière en neurologie donne peut-être une piste explicative. On va balayer un tout petit peu rapidement les hypothèses possibles. Alors ça, c'est ce qui revient en premier. Les patients arrivent. Alors je pense que quel que soit l'endroit où les patients arrivent dans une consultation douleur, docteur, vous êtes mon dernier recours. J'ai vu plein de médecins. Et tout le monde m'a plus ou moins dit, et c'est un discours qui revient souvent, bon, madame, j'ai eu vos examens, on a fait plein de bilans, ils sont tous normaux. Il faut bien se rendre à l'évidence, madame, c'est dans votre tête que ça se passe. Allez voir un psychologue. Ou encore allez voir un psychiatre, ça c'est pour l'échelon au-dessus. Je vous rapporte simplement ce que j'entends dans la consultation. Généralement, cette consultation inaugurale, les gens arrivent avec une brouette et déversent chez vous le contenu de tout leur parcours. On m'a dit que c'était dans ma tête et qu'il fallait voir un psychologue. Mon médecin est fibrosceptique. Depuis, mon mari me regarde avec du doute. Est-ce que je simule? Je n'ai qu'à me secouer, ils me disent. Je me sens inutile, non productive, je ne m'estime plus. Mes amis me fuient, mes enfants ne m'écoutent plus. Ça fait rire mon médecin et ça fait soupirer le kiné quand il me voit. Je suis une vieille dans un corps de 40 ans. C'est quoi le sens de tout ça, docteur? Parce qu'on n'arrive même plus à trouver un sens à cette douleur. Et là commence un travail compliqué, très très compliqué. Si seulement, éventuellement, le message que j'essaye de faire passer à mes collègues à Lyon, c'est si seulement on pouvait juste éviter de leur dire c'est pas parce qu'on a cherché et pas trouvé que ça se passe forcément dans la tête. Oui, ce sont des patients qui sont avec un moral dans les chaussettes. La vraie question qui se pose, c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur tête qu'ils ont mal? Ou bien c'est parce qu'ils ont mal tout le temps qu'ils ne peuvent pas forcément être bien dans leur tête? Quelle est la cause et quelle est la conséquence? Souvent, quand on pose la question comme ça devient une évidence. Ben oui, effectivement, ils n'étaient pas anxio-dépressifs avant, mais avec une douleur chronique qui s'est installée durant des années, ben ils peuvent le devenir. Allez, un cas clinique, juste histoire, ça sera très très rapide. C'est une patiente que j'ai suivie pendant un petit moment et qui, très bonne nouvelle, est en rémission. Oui, on peut guérir de la fibro, hein, on peut dépasser une fibromyalgie. Première information intéressante, c'est pas une fatalité incontournable. Alors je sais que ça peut faire sourire beaucoup, en disant non mais c'est juste pas possible. Eh bien sur la file active de 4500 à peu près, on a à peu près 1200, 1300 qui ont oublié qu'elles ont été douloureuses un jour. Alors quelle est la recette secrète? Je ne sais pas si je vais vous la dévoiler. Si, mais quand même, je vais vous en parler un tout petit peu. Mais l'histoire classique, vous allez reconnaître certaines de vos... Je dis certaines parce que 9 femmes pour un homme, mais j'allais presque dire le parcours est le même et les réflexions sont les mêmes. Aussi violentes, dans un sens comme dans l'autre. Femme de 43 ans, donc jeune, cadre supérieur dans l'industrie, adressée par son médecin traitant, courrier très laconique. Je vous adresse Madame Intel, virgule, charmante patiente. Le code entre nous, généralement à Lyon, c'est charmante patiente, c'est attention, ça va être pénible. Charmante patiente qui souffre de douleurs multisegmentaires. Tous les bilans qui ont été faits par le rhumatologue n'ont rien donné. Je vous l'adresse, merci pour ce que vous ferez pour elle. Au revoir. C'est un peu dommage parce que le patient, lui, qui a eu le courrier entre les mains ou qui a vu le courrier, sent que c'est effectivement une patate chaude qu'on lance au dernier recours. Et vous avez tout de suite sur le poids sur les épaules de cette difficulté. Alors effectivement, douleur articulaire et musculaire diffuse, peu sensible au traitement classique. Alors de quoi elle a bénéficié quand on fait un tout petit peu le tri? Surtout des anti-inflammatoires, des corticoïdes,
des paliers 2, des paliers 3, et souvent d'ailleurs des paliers 3 à dose suffisamment importante pour démarrer un début d'addiction, hein, enfin d'accoutumance, parce que c'est une addiction sur prescription, donc c'est plutôt de l'accoutumance. L'interrogatoire est laborieux la première fois, parce que là il faut dépatouiller tout ce que le patient amène avec lui. Alors il y a la douleur, c'est une sensation, certes, mais c'est d'abord une émotion. Ou une émotion, une sensation, une émotion, on le fait comme on veut, mais de toute façon l'un est indissociable de l'autre dès qu'elle se chronicise. Alors on a du mal toujours à concevoir quelle est la conception et comment on peut imaginer une douleur chronique. Bah, aux gens qui ne sont pas douloureux chroniques, je leur dis, bah, c'est comme si on avait une rage de dents qui dure 4 mois. On en devient fou. L'interrogatoire est laborieux, on essaie de centrer un tout petit peu, et de toute façon on est parti pour 2 ou 3 ans de suivi. Il y a une méfiance quand même, de est-ce qu'il va me croire? Première étape à franchir, et elle n'a pas des moindres. Il faut trouver un moyen de gagner la confiance, de faire une alliance, la fameuse alliance thérapeutique. S'il va me croire, est-ce qu'il va pouvoir me soigner ou est-ce qu'il va me dire, lui aussi, au bout du temps, au bout d'un moment, c'est dans la tête que ça se passe? Et une fois qu'on a réussi à dire, oui, si, je vous crois, je vous entends, je comprends ce que vous me dites, et bien généralement, il y a quelque chose, une vraie relation qui s'installe. Elle présentait, cette dame, un terrain d'intolérance multiple, hein, médicamenteuse, alimentaire, beaucoup d'intolérances. Rien ne passait, en tout cas. Pour la situer un tout petit peu sur un plan psychosocial, en arrêt de travail depuis 3 ans. Impossible de pouvoir marcher, reclus dans son canapé, qui est devenu son meilleur ami à 43 ans. Elle connaît toute la série des Feux de l'amour, des séries qui sont absolument insupportables. Elle vous dit sa tristesse, elle vous dit sa misère personnelle, parce que du coup, sur un plan social, professionnel, familial, jusqu'au côté intime, elle vous dit c'est le désert, il n'y a plus rien, les gens autour de moi me fuient parce que je ne suis pas attrayante comme amie. Je suis celle qui se plaint. Pour l'instant, elle ne vous parle pas encore de sa douleur, elle vous parle de ses conséquences de sa douleur. Sur un plan fonctionnel, sur un plan humain, et c'est assez terrible. Et généralement, je me fais violence de me taire et d'écouter, d'acquiescer, de faire des accusés de réception en permanence, et c'est vrai que ça les rassure, en me disant, tiens, il écoute. Je ne sais pas s'il entend, mais en tout cas, il écoute. Elle a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui a été acceptée. Chose rare d'ailleurs, parce que souvent, les structures qui gèrent ça regardent d'un œil suspect. Montrez-moi des papiers qui montrent que vous avez un diagnostic positif, montrez-moi que vous avez des résultats négatifs, positifs, montrez-moi que tout est négatif, donc finalement, sur base de quoi? Vous avez certainement des bénéfices secondaires à être douloureuse, madame, donc non, on va vous garder dans le... Elle a obtenu cette reconnaissance. Et même que la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une invalidité de catégorie 1. Parce qu'effectivement, elle a du mal à se déplacer, elle marche avec une canne. Alors, pas très compliqué, hein, vu que le tableau que je vous brosse, c'est catastrophique. Un syndrome anxio-dépressif très marqué, elle pleure souvent durant l'entretien, elle n'est pas bien. Et puis à partir de là, vous pouvez commencer un tout petit peu quand vous avez accusé, quand vous avez compris qui vous avez en face de vous. C'est pas forcément quelqu'un qui a des bénéfices secondaires à être douloureux, mais c'est quelqu'un qui est en tout cas en état de souffrance. Alors, ça a évolué sur 4 ans. Sur 4 ans où ça a été au départ des petites douleurs, pas d'éléments de facteurs déclenchants clairement identifiés, mais ça a commencé un peu à bas bruit. Et puis à un moment donné, il y a eu une sorte de flambée. Des douleurs parachidiennes, des contractures des trapèzes. Elle vous décrit des brûlures, des myalgies aux ceintures, des ceintures scapulaires, des ceintures lombaires, des décharges électriques, des brûlures aux extrémités aussi, des limitations des amplitudes, des raideurs, des ankyloses. Et pourtant, elle dit, j'essaye d'aller chez le kiné, comme on m'a dit, mais par contre, quand le kiné me touche, j'ai plus envie d'y retourner. En plus, on me demande d'y aller 3 fois par semaine.
Et ça commence à bas bruit, puis en 6 mois, ça devient catastrophique. Ça flambe. Et à partir de là, eh ben, c'est le début du cauchemar. Alors, quand on a ce genre de patient, c'est typiquement les patients que l'on reçoit, c'est le modèle par excellence de la douleur chronique. La douleur qui s'est installée, qui a fait des dégâts, qui brûle tout derrière elle. Et il est illusoire de penser qu'un seul intervenant peut gérer tous ces aspects-là. C'est pour ça que nos équipes, généralement, sont pluridisciplinaires et on essaye de s'entourer de toutes les compétences possibles pour pouvoir amener à ces patients un début de solution, un début d'aide. Alors clairement, c'est une douleur chronique, et en plus ça touche, elle a une composante nociceptive, discriminative, émotive, affective et comportementale. Donc en gros, pour faire très court, au-delà des mots compliqués, ça touche autant le corps, le cœur et la tête. Et là, il y a une tristesse énorme. Et là, on se lance dans la prise en charge globale. La prise en charge globale, c'est un truc dont on se gargarise parfois souvent, mais là, dans la réalité, on a réussi à le mettre en place. À force de demander à nos directions, en tout cas à la mienne, ben, l'équipe est devenue grande, elle est devenue riche en termes humains, avec des compétences, et chacun d'entre nous est conscient de la compétence de l'autre, et il sait exactement la solliciter quand il le faut. C'est tout le travail de coordination. Ben, cette douleur, c'est une douleur globale. Ça veut dire que ça touche autant le bien-être physique qui est altéré, avec la fatigue, l'appétit, le sommeil, les troubles fonctionnels digestifs, les pertes fonctionnelles, ne serait-ce que le mouvement. Ça touche le bien-être psychologique, avec l'anxiété, la dépression, la perte de maîtrise de tout. On a l'impression de servir à rien, des troubles de la concentration, un sentiment d'inutilité, qui a d'ailleurs été bien dit tout à l'heure par la patiente. J'ai repris un courrier qu'elle m'avait adressé. La peur de ne plus être à la hauteur, la peur de ne pas être à la hauteur sur un plan familial, la perte de joie de vivre. C'est une notion très américaine, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le bien-être social, une détresse au niveau familial, parce que le douloureux chronique ne souffre pas seul. Il fait souffrir aussi son entourage. Et son entourage souffre avec lui. Parce qu'il y a une forme d'empathie. C'est à cette occasion que j'ai découvert que le mot empathie, ça veut dire souffrir avec. C'est assez terrible. Et il y a un isolement social, affectif, perte d'emploi, perte de revenus, problème d'apparence, problème de relation avec les autres. On devient irritable, irascible. La moindre chose peut éventuellement faire partir. Mais tous les douloureux chroniques sont là. Mais là, c'est vrai que la fibromyalgie est un modèle... Et c'est une entité particulière parce que autant parfois dans des pathologies chroniques, on peut dire au patient, voilà pourquoi vous avez mal. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a même un bien-être spirituel qui est perturbé. Parce que la douleur, allez, on est en 2023, elle a encore une valeur pour certains patients, une valeur qui est salvatrice, rédemptrice, expiatrice. Donc quelque part, c'est normal. Cette douleur a un sens, donc il faut qu'ils la subissent pour pouvoir se faire pardonner de quelque chose qu'ils ont fait. Donc ils creusent quel est le sens de cette douleur pour pouvoir... Et ça les pousse dans des niveaux de réflexion qui sont parfois ubuesques. Bien sûr qu'il y a un besoin parfois avec un besoin de transcendance pour essayer d'aller au-delà de la douleur en essayant de... Mais je vous laisse deviner tout ce que j'ai pu entendre dans des consultations depuis 20 ans d'interprétation de phénomènes douloureux. Finalement, là aussi, la douleur, c'est un syndrome, comme la fibromyalgie. C'est un syndrome parce que ça aurait été simple si le problème était juste un stimulus causal qui est le passage d'un bistouri, par exemple, ou une section d'un nerf, ou une compression. Ça aurait pu éventuellement être... on aurait pu interpréter simplement un excès de nociception, une douleur neuropathique. Mais le problème, il est encore plus compliqué que ça, parce que souvent c'est mixte. Et la deuxième chose, ça aurait été simple, on aurait mis ce qu'il fallait éventuellement pour bloquer cette douleur-là. Mais le problème de la douleur, c'est que, comme on le disait, c'est un mélange doux et compliqué de facteurs familiaux, sociaux, culturels, religieux,
d'apprentissage, d'éducation, avec une expérience qui devient un peu subjective parce que ça engendre une sensation, une émotion et une cognition, avec des comportements qui sont induits, moteurs, verbaux et physiologiques. Vous mélangez tout ça dans un shaker et ça vous donne un syndrome douloureux, beaucoup plus qu'une douleur. Il est illusoire d'envisager que par exemple un comprimé de morphine ou de tramadol puisse gérer tout ça. Ça, il y a au moins 3 intervenants à impliquer dans cette prise en charge. Et en plus, s'il faut vraiment terminer sur la douleur chronique, le problème de la douleur, c'est qu'elle est vécue, mais elle n'est pas forcément tolérée de la même manière par la même personne et par des personnes différentes. Il y a une véritable variabilité intra- et interindividuelle. On ne tolère pas la même douleur de la même manière, on ne la perçoit pas de la même manière et on ne l'interprète pas, et au niveau cortical et au niveau émotionnel, de la même manière. Tout ça fait que c'est compliqué. On n'a toujours pas parlé de la douleur. La patiente vous explique un tout petit peu tout ça. De la douleur, de son vécu douloureux et de sa pathologie. Donc on est bien d'accord, en plus c'est un cercle vicieux, ça veut dire que plus j'ai mal, plus je suis anxieux, plus je suis anxieux, plus j'ai mal, plus j'ai mal, plus je suis déprimé, et puis la douleur augmente. Alors oui, la douleur ne commence pas dans la tête, elle se termine dans la tête. Elle se termine dans la tête et par contre, elle entretient la douleur. Donc oui, à un moment donné, si le médecin lui dit c'est dans votre tête que ça se passe, oui, c'est dans votre tête que ça atterrit en fin de compte, mais c'est pas comme ça qu'il faut le lui dire en tout cas. Parce que c'est une négation de toute forme de reconnaissance de la souffrance de l'autre. Alors quand on lui pose des questions un peu plus précises, voilà, il y a une hypersensibilité et des sensations, comme on a dit, de brûlure qui tapent sur les muscles, sur les ligaments, sur les tendons, sur les décharges électriques, des fourmillements. Souvent, quand on fait un DN4, qui est le score de la douleur neuropathique, le DN4 est largement supérieur à 4, dans 98% des cas. Il y a une allodynie. D'ailleurs, j'ai dit mécanique, mais thermique aussi. Une allodynie, c'est une interprétation douloureuse d'un stimulus normalement qui n'est pas douloureux. Ça veut dire un moindre effleurement peut devenir absolument insupportable. Les gens vous disent je ne supporte pas le soutien-gorge, je ne supporte plus d'avoir le drap sur moi, le frottement des... quelqu'un qui passe et qui me dit bonjour en posant la main sur mon épaule, je deviens insupportable parce qu'effectivement ça me rend folle. Alors ce genre de témoignage arrive, en plus c'est accompagné d'une flopée de choses, on va vite compliquer les choses. Hein. Un sommeil perturbé, non récupérateur, il y a de grands troubles du sommeil. Fatigue, raideur matinale. Alors on se dit tiens, peut-être que c'est inflammatoire, on fait des bilans inflammatoires, non, c'est pas inflammatoire. La CRP est au plancher, l'AVS, elle est à minima. La fibromyalgie n'est pas inflammatoire et pourtant elle donne tous les signes inflammatoires. Il y a même une sensibilité aux variations thermométriques. Ils vous disent, oui, je sens que quand la douleur diminue, mais ça c'est quelque chose de commun assez aux douleurs neuropathiques. C'est vrai que quand vous avez des douleurs neuropathiques, le patient vous dit, oui, quand il a fait des variations de plus ou moins 10 degrés, on a été champion cette année du côté de Lyon, de faire du 28 et le lendemain du 19, le patient vous dit, le lendemain j'ai pas pu me réveiller, j'ai pas pu me lever, j'ai eu du mal. Alors on essaie de trouver le temps de déverrouillage. C'est parfois très aléatoire. Du jour au lendemain, ça peut passer de 30 minutes à 5 minutes. Et là, on se dit, est-ce que c'est vraiment inflammatoire? D'ailleurs, les anti-inflammatoires qui ont été tentés avant qu'ils arrivent chez vous, on sait que ça ne sert à rien. Les anti-inflammatoires n'ont pas fonctionné. Une fatigue chronique. Alors là, c'est le deuxième nom gentil de la fibromyalgie, le syndrome de la fatigue chronique. Alors certains disent que non, c'est une entité à part. Très honnêtement, je ne vois aucune différence entre les deux. Et puis surtout, des points particuliers dans le corps que l'on repère, qui sont des points douloureux. Il y en a 18 qui ont été recensés. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes.
Après, il y a un grand débat, parce que les gens qui s'y intéressent ont essayé de comprendre, est-ce que c'est une douleur neuropathique? Alors dans la définition de la douleur neuropathique, j'ai pu comprendre qu'il y a des neurologues dans la salle, donc je parle sous leur contrôle. Une douleur neuropathique, normalement, il y a une lésion ou une compression de la structure nerveuse. Et là, il n'y a pas. Est-ce que c'est une douleur nociceptive? Ben non, parce qu'il n'y a pas de causalgie aussi identifiable. Qu'est-ce qui fait que cette douleur démarre? Est-ce que ça fait partie de ces douleurs qu'on appelle cinématéria? Ça veut dire une douleur qui est là, mais on ne sait pas pourquoi elle est là. On n'arrive pas à identifier le substratum anatomique qui explique cette douleur-là. Est-ce que ce sont des douleurs nociplastiques? Alors ça, c'était la notion qui est arrivée en disant, bah oui, c'est peut-être nociplastique, mais derrière, il y a eu un autre débat en disant, mais oui, mais quand les muscles sont contractés, les fibres nerveuses musculaires, elles peuvent éventuellement être mises sous tension, donc quelque part c'est neuropathique. Donc en fait, en gros, c'est un débat. Oui, il y a une douleur neuropathique décrite comme telle avec un DN4 supérieur à 4. En tout cas, les éléments d'une douleur neuropathique sont bien là. Est-ce que ce sont des douleurs psychogènes? Bonne question. On n'a jamais trouvé la réponse. Mais très honnêtement, ces patientes ne souffrent pas que dans leur tête, elles souffrent dans leur corps. Donc est-ce que c'est vraiment psychogène? Non, on n'a pas les caractéristiques d'une douleur psychogène qui normalement c'est sur un trajet particulier, qui n'est pas métamérique, qui n'est pas systémique, qui n'est pas focalisé, qui est un peu divers. Là on reconnaît les douleurs psychogènes. Et là c'en est pas. C'est des douleurs un peu surprenantes par leur distribution. Est-ce que ce sont des douleurs inflammatoires? Ben, on retrouve des caractéristiques inflammatoires comme par exemple la sensibilité thermique et le déverrouillage matinal, mais sur un plan pratico-pratique, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune pathologie normalement qui est inflammatoire, qui peut générer cette gêne-là. Alors, c'est compliqué tout ça. Est-ce que ce sont des troubles musculo-squelettiques? Ben, généralement, elles sont générées par du mouvement répétitif et par des postures. Alors que là, le problème, c'est que ce sont des patients qui bougent de moins en moins. Et moins ils bougent, plus la douleur augmente. Alors on pourrait éventuellement se dire, et pourquoi pas, ce ne serait pas un peu de tout? Ben, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où les placer. Personnellement, je trouve que là, l'explication de douleurs nociplastiques et ou neuropathiques, c'est assez convaincant. C'est une notion nouvelle, les douleurs nociplastiques. Alors s'il fallait vraiment chercher tous les signes associés cliniquement, je suis allé chercher dans la littérature, voilà ce que ça donne. Des paresthésies des extrémités, des sensations subjectives de gonflement des extrémités, des colopathies fonctionnelles, dans 50 à 80% des cas. Des céphalées de tension, bon, quelque part ça peut être logique aussi. Des troubles anxio-dépressifs, des troubles urogynécologiques, des impériosités, des dysménorrhées, des dyspareunies. Un syndrome sec, on se dit tiens, ça peut rappeler éventuellement des choses, mais un syndrome sec qui ne rappelle, on ne trouve pas de maladie de Bessette à côté, par exemple. On se dit mais ou de Gougerot, on se dit mais tiens c'est curieux, pourquoi il y a ce syndrome sec qui apparaît comme ça? Parfois on voit des syndromes de Raynaud, des troubles auditifs. J'en vous dis, bah, depuis que j'ai ma fibromyalgie, j'ai des acouphènes. On se dit bah, stop, n'en jetez plus. Bah, c'est terrible. Des troubles visuels. Je vois flou, vestibulaire, j'ai des vertiges, des troubles cognitifs. Alors, ils vous disent, j'ai des problèmes de mémoire. Mais quand on réfléchit bien et qu'on analyse, ce n'est pas des troubles de mémoire, c'est des troubles de la concentration. Parce que la douleur prend tellement de place que j'ai du mal à pouvoir me concentrer sur quelque chose. Donc ce n'est pas vraiment des troubles de la mémoire. Des douleurs régionales atypiques, thoraciques, pelviennes, alors en tout cas souvent sur les endroits d'insertion des muscles thoraciques par exemple. Des palpitations, des prurites, des impatiences, des crampes dans les membres inférieurs, des syndromes de jambes sans repos, dysfonction de l'articulation temporomandibulaire. C'est un vaste... C'est-à-dire qu'il y avait le truc à l'origine, le fondement, le corps commun, et puis il y a ça qu'on recherche aussi avec, et on retrouve souvent une bonne partie de tout ça. Et là on se dit à un moment donné, mais on va où? Parce que finalement, je ne sais plus où donner de la tête dans le descriptif clinique. Et là commence la partie difficile, les questions de la patiente. C'est
Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics différentiels à éviter et à absolument éliminer avant de pouvoir conclure? Parce que le problème, c'est que la fibromyalgie, à une époque, a été une sorte de diagnostic par défaut. Ça veut dire que, comme on n'a rien trouvé, on a dit que c'était une fibromyalgie. Ce qui a parfois créé des fausses étiquettes accrochées, en tout cas, de fibromyalgie. Et on a découvert après qu'il y avait parfois des pathologies inflammatoires séronégatives à bas bruit. Alors, ça complique un peu l'affaire. Je vais vous faire la liste des diagnostics différentiels, juste pour le plaisir. J'aime bien les petits plaisirs comme ça. Le bilan fonctionnel, on fait comment? Sur quels critères on va pouvoir les suivre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir objectivement trouver comme indicateur qui va pouvoir nous dire, à part une échelle visuelle ou une échelle numérique qui va nous dire bon, ok, je suis passé de 8 à 6, donc j'ai gagné 2 points, mais j'ai encore mal, merci docteur, mais vous pouvez mieux faire. Que dire à la patiente? Ben surtout, moi j'aime bien de lui dire ce que je ne sais pas. Comme ça, au moins, ça la rassure. Ça n'inquiète pas un patient quand un médecin lui dit je ne sais pas. En tout cas, je vais me renseigner. Ou voilà l'état de la recherche. Ou voilà l'expérience que j'en ai. Mais généralement, ça les rassure. Qu'est-ce qu'on en sait précisément? Là aussi, voilà, comment on donne la prise en charge? Quelles sont les propositions thérapeutiques? Quelles sont les propositions annexes? Voilà le programme des 30 minutes qui vont suivre. Alors, j'ai pas trouvé encore plus petit, hein, parce que là, je suis désolé pour les gens qui sont au fond, mais les diagnostics différentiels, c'est assez hallucinant. Parce qu'on se dit qu'avant de pouvoir conclure à une fibromyalgie, il y en a un certain nombre de choses à éliminer. Un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, un Gougerot, un B7, une spondylarthrite ankylosante, une PPR, une hypothyroïdie, une hyperparathyroïdie, une ostéomalacie, un diabète, des hépatites, le Lyme. Grand débat autour du Lyme, grand débat. On a l'impression qu'il y a des générations de Lyme. Alors la caisse avait beau éventuellement envoyer des mises en garde, des caisses en France. Attention, arrêtez de mettre des antibiothérapies pendant 5 ans à des patients qui sont soi-disant pseudo-Lyme sur des preuves limites avec une seule positivité sur un test et vous les mettez pendant 5 ans et vous êtes en train de détruire le foie des patients. Et bien à un moment donné, ils ont carrément interdit ça et il n'y a plus guère que quelques rares irréductibles gaulois qui essayent encore de mettre des antibiothérapies ou des tri-antibiothérapies pendant 5 ans. Le HIV, certaines pathologies musculaires en général, l'hypokaliémie, l'anémie ferriprive. En fait, en gros, aujourd'hui, quand je reçois un patient fibromyalgique, s'il ne l'a pas déjà fait, je lui demande d'aller soit faire un bilan complet chez un rhumatologue qui a la patience, soit chez un interniste qui prenne le temps. Les internistes aiment bien et les rhumatologues aiment bien parce qu'effectivement ils décortiquent et de temps en temps on tombe sur des pathologies. On aurait pu croire, si on n'avait pas fait le bilan, il y a des patients qui sont adressés pour fibromyalgie, qu'on renvoie chez le rhumatologue et le rhumatologue il dit bah, vous avez bien fait, c'était une spondylarthrite ankylosante. Ah, bon, d'accord, merci. Elle change de case, elle est reconnue, elle a une pathologie, son niveau de reconnaissance est rassuré. Donc il y a des patients qui sont adressés comme tels. Si on prend en disant voilà, on peut parfois se tromper. Après, le problème, c'est que on est en train de retrouver maintenant, pour l'instant, des patients qui sont en train de changer d'étiquette. Pendant 5 ans ou 10 ans, ils ont été traités comme des fibromyalgiques. Et le problème, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle entité qui est sortie il y a 5-6 ans. Les patients qui ont des pathologies inflammatoires à bas bruit et séronégatives, dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire, le patient est HLA-B27 négatif. Il a des ACAN négatives. Il a des SSL négatifs, il a tous les bilans inflammatoires, les facteurs rhumatoïdes négatifs. Et pourtant, il y a des entités, elles sont rares, mais il y a des patients qui ont été étiquetés fibromyalgiques et finalement ce sont des pathologies inflammatoires. Donc le bilan, de toute façon, en toute logique, devrait être recommencé tous les 3 ans à 5 ans. Ça coûte un peu cher, mais ça permet de pouvoir éventuellement avoir la certitude qu'on n'est pas en train de traiter à tort pour une symptomatologie qui n'est pas tout à fait celle pour laquelle on a opté au départ.
Et le problème des étiquettes, vous le savez mieux que personne, une fois qu'une étiquette est collée sur le front de quelqu'un, c'est très difficile de la décoller. Ben, je vois dans les dossiers hospitaliers, ne serait-ce que dans mon propre hôpital, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous le mettez dans les antécédents, généralement, maintenant l'informatique aide à mettre des antécédents en rouge, syndrome anxio-dépressif. Bah, il avait juste mal pendant 15 jours, donc à l'hôpital, pendant 15 jours, quand il a eu une sciatique, il était exécrable. Et il a pleuré parce qu'il n'était pas bien. Donc syndrome anxio-dépressif. Toutes les hospitalisations qui vont le suivre jusqu'à la fin de sa vie, la première chose qui va flasher en rouge quand on va ouvrir son dossier, anxio-dépressif. Oui, mais bon, il exagère. Ah, il a mal au ventre. Oui, mais il est anxio-dépressif. Donne-lui un Xanax. C'est caricatural, mais malheureusement, c'est de la vraie vie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, malheureusement, à Lyon. Alors, dans les hypothèses, parce que finalement, une étiologie et une causalgie véritable, on n'en a pas. Il y a une hypothèse la plus séduisante. Alors, la première, c'était l'hypothèse endocrinienne. Quelques articles, bon, j'ai mis la bibliographie en tellement petit, mais l'hypothèse endocrinienne, elle était simple. Ben voilà, c'est des troubles ACTH, TSH, c'est des troubles endocriniens, des neurotransmetteurs et des hormones. Mais le problème, c'est que c'est pas très convaincant. Tous les patients fibromyalgiques n'ont pas ces pathologies-là, et tous les patients qui ont ces pathologies-là ne sont pas fibromyalgiques. À Lyon, il y a une hypothèse qui a beaucoup fleuri, c'était l'hypothèse immunitaire. On a un immunologue qui est MCUPH, qui est très connu sur la place de Lyon, Grégoire Cozon, pour ne pas le citer. Il est persuadé que la fibromyalgie est une réponse immunitaire à une rencontre avec deux germes. Soit un Staph aureus, soit avec le Candida albicans. Et il dit, c'est une auto-immunisation qui crée une réaction en chaîne généralisée, et il en veut pour preuve, il dose les systèmes du complément, les CD4+, et CD8+, il fait une étude complète, et il dit, ben voilà, tous les fibromyalgiques ont des CD4+, CD8+, soit à Staph aureus, soit à Candida albicans. Le problème, c'est que tous les gens qui sont CD4+, CD8+, ne sont pas fibromyalgiques, et tous les fibromyalgiques n'ont pas forcément les CD4+ positifs. Ce qui commence à poser des questions autres. D'ailleurs, encore une histoire de vraiment gâcher le plaisir du verre qu'on va avoir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une fibromyalgie ou des fibromyalgies? Mais à mon avis, il y en a plus qu'une. Il y en a au moins 3 identifiables. Ça veut dire qu'on peut avoir des formes semblables, mais avec des étiologies différentes. Il y a une hypothèse centrale. Là, j'ai mal choisi ma couleur du verre, parce que ça, c'était important. C'est celle qui est la plus séduisante. Luis Garcia-Larrea à Lyon, qui fait de la neurophysiologie, avait écrit dans Pain, notre référence, c'est notre plus haute référence pour les algologues, il dit qu'il y a chez les fibromyalgiques un dérèglement ou un dysfonctionnement du système réticulothalamique qui n'agit plus pour la douleur comme un décodeur, mais comme un amplificateur. C'est ce qui explique que les fibres sensitives à alpha et à bêta, quand on frôle, quand on appuie simplement, eh bien, elles passent directement, elles sont tellement amplifiées qu'elles sont interprétées comme étant un syndrome douloureux, parce qu'en plus, elles prennent les voix. Et il en veut pour preuve l'imagerie fonctionnelle. Effectivement, chez les fibromyalgiques, il retrouve des images d'activation thalamique très puissantes. En tout cas, il fixe beaucoup. Je vous passe encore toutes les autres théories. Pour certaines, elles ne sont plus d'actualité, mais à un moment donné, il y a eu l'hypothèse traumatique. Mais il n'y a jamais eu un lien de cause à effet prouvé.
Quand vous grattez un tout petit peu chez les fibromyalgiques, ils ont tous un événement traumatique qui était quelques années, un peu avant, un peu après. Mais finalement, qui n'a pas eu un jour dans sa vie un événement traumatique? Est-ce que tous les traumatisés sont fibromyalgiques? Et malheureusement, tous les fibromyalgiques n'ont pas été traumatisés. Donc ça laisse encore un tout petit peu le doute planer de est-ce que c'est uniquement donc psychogène, parce que c'est une sorte de stress post-traumatique. On est bien d'accord que le stress n'est pas juste un état spirituel, hein, ça crée des désordres hormonaux et des désordres endocriniens. Donc effectivement, ça change un tout petit peu l'homéostasie du corps. Le bouclier immunitaire baisse. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est la rencontre de l'allumette, du tonneau de poudre et du fait que la séparation entre les deux s'est levée? En théorie, tout est séduisant. En pratique, on n'a aucune preuve. Il y a l'hypothèse des hormones sexuelles. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi 9 femmes pour un homme? Est-ce qu'il y a une appétence particulière pour la douleur chez la femme? Il y a une dernière étude qui vient de sortir, alors dans un moment où il faut être très prudent avec les histoires de genre et de... il y a un type qui a osé écrire un article fabuleux qui dit, finalement, quelle est la différence? Est-ce que le cerveau de l'homme et de la femme interprète la douleur de la même manière? Conclusion. La femme a peur et anticipe plus la douleur, mais la supporte mieux, et l'homme, c'est le contraire. C'est-à-dire l'homme supporte beaucoup moins bien la douleur, mais il l'anticipe très mal. L'hypothèse biochimique. On en a beaucoup parlé, c'est un défaut de phosphorylation, que c'est des histoires d'adésine diphosphate, que c'est des problèmes de cytochrome, qu'il y a des problèmes de peroxydation, de glycolyse, de déficit en magnésium. Ok, quand on a dit tout ça, on n'a rien dit parce que de toute façon, il n'y a aucun niveau de preuve. Mais ça a été pendant longtemps bien véhiculé. Et bien sûr, l'hypothèse psychogène. Toujours en disant que quand on a une difficulté ou quand on a un souci ou une anxiété ou un traumatisme quelconque, eh bien, cela voudrait dire que cela perturbe aussi le bouclier immunitaire. Mais encore une fois, pas de niveau de preuve. Et moi, je dirais, pourquoi pas un mélange de toutes ces hypothèses finalement, mais l'hypothèse la plus vraisemblable semble être l'hypothèse centrale, parce qu'elle colle bien avec les symptômes qu'on décrit. Du coup, pour pouvoir avoir quelque chose d'objectif pour mesurer, alors il y a deux choses. Il y a l'échelle de l'ACR, qui date déjà de 90. Il y a il y a 18 points qui sont décrits. Mais alors il y a plus simple que de les décrire comme ça et de vous les lire, c'est de vous les montrer. Alors du coup, le plus simple, c'est de prendre le tableau des 3 grâces. En posant le doigt et en appuyant légèrement sur ces zones-là, les zones occipitales, les zones sur les sternoclédomastoïdiens, sur les trapèzes, sur la scapula, au niveau des articulations du coude, au niveau de l'insertion, au niveau des hanches et au niveau du côté interne du genou, et quand vous touchez et que vous sentez la contraction musculaire, et en touchant et en appuyant sur cette contraction musculaire, vous pouvez compter 1. Ce qui est convenu, c'est qu'à partir de 11 sur 18, on peut se dire c'est potentiellement une fibromyalgie après avoir éliminé tous les diagnostics différentiels, bien entendu. Donc c'est pas une mince affaire. C'est pour ça que j'en renvoie les patients très facilement chez les internistes et chez les rhumatologues. Et il n'y en a aucun qui m'a engueulé en me disant c'est bon, arrête de nous envoyer des patients qui n'ont rien. Ils savent très bien que de temps en temps, 5 à 10%, ils trouvent des choses. Plus ou moins, il y a des grandes échelles où effectivement il faut marquer les points ou les compter. Moi je les compte et je le dis aux patients. Et puis d'une fois sur l'autre, on essaie de comparer l'évolution de ces points douloureux. Alors vous allez me dire, un patient douloureux qui a 16 points douloureux, la fois d'après il en a 14, ça lui fait une belle jambe. Et après, la fois d'après il a 13 peut-être, et puis la fois d'après il a 12. Petit à petit, l'intensité de la douleur et l'intensité de la contracture musculaire diminue. Et il arrive effectivement, le patient arrive à être mieux. Quand j'essaie de faire, à une époque, je voulais faire des grandes études, entre guillemets, une sorte de série de patients qui dessinaient sur un schéma corporel leur douleur,
Ça a donné lieu à des dessins absolument atroces et horribles. J'ai reculé devant l'idée de vous en montrer quelques-uns. C'est assez effrayant ce que les gens peuvent dessiner sur leur corps avec des pics, des choses qui se déchirent, des couteaux, des brûlures, des choses en rouge, des choses avec des couleurs absolument... on se dit que c'est un avant-goût de l'enfer. En tout cas, leur enfer quotidien. Il y a aussi l'échelle FIC. Alors là, c'est une échelle d'impact. Elle est très bien centrée, comme vous pouvez le voir, mais elle n'est pas très claire. En fait, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils sont capables de faire au quotidien. Est-ce qu'ils sont capables d'aller faire leurs courses, de pouvoir faire leur lit, de pouvoir faire une vaisselle, de pouvoir... Et puis, au fur et à mesure, les activités de la vie quotidienne, est-ce que vous êtes... combien de jours sur les 7 derniers jours vous êtes allé travailler? Ou combien de jours ça vous a empêché de travailler? Et au fur et à mesure que le questionnaire avance, on voit, en fonction des réponses, l'impact sur le quotidien. Certains aiment bien utiliser le fixe, aiment bien utiliser le score ACR. J'utilise les deux parce que du coup, ça met le doigt sur les progrès que l'on peut faire au-delà juste du chiffre. Parce que le chiffre n'est pas très significatif. Mais clairement, par contre, quand les gens vous disent « ma douleur neuropathique a baissé, je sens moins les décharges électriques ou je ne sens plus les décharges électriques ou les fourmillements dans les mains et dans les jambes, j'ai beaucoup moins de brûlures », vous avez franchi un cap. Alors quoi prescrire? Je vais aller relativement vite parce que finalement c'est des traitements de la douleur neuropathique. Essentiellement ce sont les tricycliques et je démarre toujours à faible dose, des petites doses de tricycliques. Alors vous allez me dire pourquoi on prescrit d'ailleurs, parce que finalement on ne sait pas exactement sur quoi. On gère le symptôme de telle manière à pouvoir leur permettre de pouvoir bouger. Parce que la seule recommandation c'est l'activité physique. C'est la recommandation de niveau A. Les tricycliques et les antiépileptiques de 3e, 4e, 5e génération. Alors très honnêtement, quand les 3e et 4e générations n'ont pas été, ça veut dire en gros la gabapentine et la prégabaline n'ont pas été d'un grand secours, toutes les expériences qui ont été menées pour essayer de mettre par exemple de l'épitomax ou des choses comme ça, non, moi je pense que c'est... Je préfère éventuellement demander l'avis de nos neurologues qui sont généralement mieux à même de pouvoir me dire bon, ça a du sens ou ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est pas forcément l'indication. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est la kétamine. Les anti-NMDA. Chez les patients qui sont réfractaires, des perfusions de kétamine ont pu montrer que ça pouvait être très intéressant. Ça pouvait avoir des effets. Alors, pas la première, pas la deuxième, souvent la 3e, la 4e ou la 5e. Et c'est des délais, c'est un effet long. C'est le seul intérêt. En plus, c'est un épargneur. Les myorelaxants, mais avec modération, parce que les myorelaxants, en grande partie, ce sont des benzodiazépines. En grande partie. Mais bien sûr, il y a aussi le baclofène, mais très honnêtement, le baclofène, c'est une recommandation qui n'est pas très utilisée dans le... parce que c'est plutôt pour les spasticités, et je trouve que c'est un peu... c'est souvent très mal toléré. Il y a eu une recommandation aux États-Unis en disant un environnement hormonal adéquat, c'est nécessaire quand il faut absolument mettre des traitements substitutifs. Finalement, ça n'a pas montré, malgré tous les articles qui ont été, ça n'a pas montré que ça avait un impact majeur. En tout cas, pas sur la fibromyalgie. Les Américains ont fait une autre étude sur le plan hormonal. Celle-là, je ne l'ai pas mise sur le topo, mais je vous partage ça avec vous à l'oral. Les Américains disent, il y a peut-être une explication. Les femmes seraient moins protégées que les hommes, la raison du 9 pour 1, parce que elles sont moins protégées parce qu'elles ont moins de testostérone. Donc un chercheur américain s'est dit, voilà une bonne idée, on va injecter des doses de testostérone aux dames fibromyalgiques pour voir si ça va mieux. Mis à part leur avoir donné des biceps et des grandes épaules et des barbes, ça n'a rien fait en pratico-pratique. Le résultat de l'étude a été un échec cuisant. En tout cas, les effets indésirables d'injection de testostérone à dose bizarroïde.
Le tramadol reste quand même une solution intéressante, puisque le tramadol a aussi un effet en même temps nociceptif, antinociceptif et antineuropathique. Le problème du tramadol, c'est que il est mis à l'index, parce qu'il est addictogène, il donne des accoutumances. Et une fois qu'on s'y accroche, on s'y accroche beaucoup. En tout cas, la seule chose qui est certaine, il y a une recommandation absolue de grade A, ça veut dire de première importance, pas de morphine. Il n'y a pas d'avantage de la morphine par rapport à un palier 2. On préfère encore, alors que la codéine est addictogène, la lamaline est addictogène, l'isalgie est addictogène, mais en tout cas, ça sera toujours moins nocif, c'est moins pire que de la morphine, que des paliers 3. Ça, c'est la recommandation hausse. Donc du coup, dès que je vois un patient arriver fibromyalgique avec un palier 3, je me fais un devoir de lui expliquer l'hyperesthésie induite par les opioïdes. Et la chose très compliquée à concevoir, c'est plus vous mettez de la morphine chez quelqu'un longtemps, et plus la douleur augmente. Le problème, c'est effectivement, c'est les patientes qui effectivement arrivent, ou les patients qui arrivent avec des paliers 3. Vous connaissez bien sûr les fentanyls d'action rapide, ce qui est inhalé, ce qui est mis en transmuqueux, je ne vais pas les citer un par un avec leurs noms commerciaux, mais en tout cas les fentanyls d'action rapide, particulièrement addictogènes, effet en 5 minutes, ça dure à peu près 1h30, les patients deviennent très accros. Normalement, c'est réservé aux patients atteints de cancer, et en plus, avec un traitement de fond équivalent au moins à 60 mg per os de chlorhydrate, de sulfate. Eh bien, il y a des patients qui arrivent avec... vous savez, il y a un dispositif, c'est un bâtonnet sur lequel il y a un comprimé. 1600 microgrammes, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois par jour. Et là, vous dites, non, on n'est plus dans la douleur, on est dans de la douleur induite par les opioïdes. Et donc, on se met effectivement à courir derrière le patient pour essayer de le faire diminuer. Et là, il vous dit, mais oui, mais ça me soulage. Quand je le prends, ça me détend. Je dis, on n'est plus dans l'antalgie, on est dans l'addiction assouvie. Et c'est des vrais problèmes que l'on voit arriver, en tout cas que je vois arriver de plus en plus. Du coup, j'ai fait une convention avec le service universitaire d'addiction à Lyon. Et on a ouvert ensemble un truc qui s'appelle le CERLAM à Lyon, le centre d'évaluation de référence des addictions médicamenteuses de Lyon, à peu près. Clairement, ça nous conforte dans l'idée qu'il ne faut pas mettre de palier 3 chez les fibromyalgiques. Clairement. Alors, quoi recommander? L'activité physique. Je vous rassure, on est presque au bout. L'activité physique est le seul traitement qui fait référence et qui fait consensus dans la littérature scientifique. C'est la reprise de l'effort. Alors là, il faut redoubler d'efforts, parce que quelqu'un qui a mal, qui ne peut pas bouger, vous lui dites « bouge », il vous dit « je ne peux pas ». Vous lui donnez les médicaments pour lui permettre de bouger, mais il vous dit « bah oui, mais quand je les prends, je suis fatigué ». Mais essaye de bouger quand même, essaye de marcher, essaye de faire de la piscine, on est en apesanteur, essaye de marcher un peu plus. Et plus on explique aux gens que cette pathologie, c'est une des rares, et elle est particulièrement sournoise, plus vous allez vous reposer, plus vous allez avoir mal. Les gens vous disent, bah oui, c'est vrai. Classiquement, quand on a mal, on se repose et on espère aller un peu mieux. Le problème, c'est que ça ne marche pas dans la fibromyalgie. Alors je leur dis, après je suis obligé, comme je fais un peu d'hypnose, je fais un peu du conversationnel avec eux, j'utilise beaucoup de métaphores. Et la métaphore idéale que j'utilise, c'est une des deux, c'est, je dis, ben voilà, c'est le problème de vos articulations, c'est que vos articulations s'ankylosent, elles rouillent. Ah bon? Je dis, ben imaginez que vous prenez, vous achetez une pelle, neuve, toute belle, brillante, vous la mettez dans une grange et vous ne la touchez pas pendant 6 mois parce qu'elle est neuve. Il ne faut surtout pas la toucher. À votre avis, dans 6 mois, vous revenez la chercher, dans quel état elle est? Et les gens vous disent, mais docteur, elle est rouillée. Je dis, bah à ce moment-là, si vous l'utilisez tous les jours, ah bah c'est vrai qu'elle est usée, mais il y a de l'usure, mais elle n'est pas rouillée. Je dis, bah voilà, ça s'appelle de l'arthrose que vous pouvez fabriquer potentiellement, c'est de l'usure, mais c'est pas de la rouille. Vos articulations rouillent. Alors des fois ça marche et des fois ça marche pas. Alors quand ça marche pas, je vais un tout petit peu plus bizarre, j'utilise cette métaphore que j'ai empruntée à Serge Marchand, qui est neurophysiologiste au Québec.
Il dit, bah voilà, il disait à ses patients, et j'ai utilisé ça, ça marche. Je dis, bah voilà, imaginez que je viens vous chercher dans la salle d'attente, et au lieu de vous prendre en consultation, je mets une ficelle autour de votre doigt, votre index, et je la serre fort. Je vous laisse pendant 1 heure, et je vous dis de ne surtout pas bouger le doigt. Je reviens 1 heure après. Dans quel état est votre doigt? Il me dit, il est tout engourdi, il est dur, il est machin, on peut pas... Je dis, bon, bah, on fait quelque chose. On enlève la ficelle, le garrot, et puis par contre, vous ne bougez pas le doigt. Vous restez comme ça, je reviens 1 heure après. Je dis, bah 1 heure après avoir enlevé le garrot, dans quel état votre doigt? Il me dit, il est toujours engourdi. Je dis, mais comment vous faites pour que ça aille mieux? Il me dit, bah faut le bouger. Je dis, bah voilà. Et généralement, ils sont pris à leur propre piège. Il me dit, bon d'accord, j'ai compris, il faut que j'aille marcher. Les gens qui réussissent le mieux, et les gens, et les patients et les patientes qui s'améliorent le mieux, ce sont les gens qu'on arrive à motiver le plus à une remise à l'effort. Vous arrivez à inverser cet effet. Et vous simplifiez cet effet en diminuant leur douleur qui les empêche de pouvoir bouger. En fait, la prégabaline, le Laroxyl, voilà, je les ai cités en nom, l'amitriptyline, c'est pas la solution de la fibromyalgie. C'est une solution pour diminuer un symptôme. Mais ça permet de pouvoir augmenter l'activité physique. À partir de là, kiné, balnéothérapie, étirement. Je leur conseille de faire du tai chi, du pilate, du yoga, de tout ce qu'ils veulent. Mais du moment où ils bougent. Et quand ils jouent le jeu, ben, il faut être vraiment... je suis toujours épaté parce que la fois d'après, ils arrivent en me disant « Bon, je dois admettre, vous aviez raison. » Bah, tant mieux. Une aide familiale. Bah là, c'est une recommandation de grade C. Ça veut dire qu'il faut aider les aidants. Parce que eux, ils dépriment. Un fibromyalgique sur 3 a une grosse conjugopathie. C'est pas facile à vivre, à côtoyer. Et puis surtout, la recommandation majeure, c'est beaucoup de patience pour les soignants. Parce que j'ai des collègues, quand ils me disent « Mais c'est mon cauchemar quand je vois arriver 2 fibromyalgiques dans la salle d'attente, mais j'en peux plus, je n'ai pas envie. » C'est chronophage, c'est embêtant, c'est plaintif, c'est insupportable. Les hommes fibromyalgiques, catastrophiques. Catastrophiques. Donc beaucoup de patience pour les soignants. Mais ça, ils n'ont pas réussi à sortir un référentiel. En conclusion, ben, oui, il y a encore des questions, encore davantage à la fin de ce topo qu'à son début. Mon intime conviction, c'est que ce n'est pas du tout une vue de l'esprit ou une fabrication mentale, la fibromyalgie. Ça doit correspondre à quelque chose qui est peut-être cinématéria parce qu'on n'a pas réussi à trouver la cause. C'est pas parce qu'on n'a pas... On cherche, mais quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on a de moins en moins de chances de le trouver. Le jour où, effectivement, un jour, il y a un laboratoire qui trouvera peut-être un début de solution ou de molécule avec une perspective de commercialiser quelque chose, ne vous inquiétez pas, dans les 3 ans, on est capable de pouvoir avoir une solution et une explication claire parce qu'il y aura de la recherche fondamentale. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Plus que jamais, ce genre de patients, puisqu'effectivement, on arrive à en soulager et à en guérir et les mettre en rémission, et j'allais dire, on en fait presque une sorte de petit cérémonial à la fin en disant « ben voilà, c'est officiel, vous passez dans un niveau autre », c'est pluridisciplinaire, c'est global, c'est multimodal, il faut les suivre régulièrement. Je leur annonce généralement une prise en charge en 4 temps. La première, elle est médicamenteuse. Il y a un grand feu de forêt. Il faut l'éteindre. Du moins, il faut le désactiver pour pouvoir permettre la remise en marche du système. Tant que le feu de forêt a envahi toute la forêt, eh ben, personne ne peut circuler. Une fois que vous avez réussi à diminuer l'intensité de la douleur, vous pouvez leur exiger d'eux, leur demander et leur supplier, les supplier de ne pas. Pourtant, je l'avais éteint. Mais pas assez bien. Vous pouvez effectivement demander d'eux qu'ils puissent éventuellement faire de l'activité physique et aller mieux. La deuxième étape, généralement, c'est le kiné. En première étape, c'est pas la peine, ils sont intouchables. Rien à voir avec le film, mais ils sont intouchables. Vous ne pouvez pas les toucher. À l'examen, ils prennent sur eux pour ne pas crier quand vous les examinez pour les premières fois.
Puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte que avant, vous pouvez à peine les effleurer. Là, il faut appuyer quand même sur les 18 points pour pouvoir obtenir un début de contracture. Donc oui, objectivement, il y a des choses qui avancent. C'est une approche pharmaco. Ah, la troisième étape, je l'ai oublié. La troisième étape, quand ils vont nettement mieux, c'est la psycho. On essaie d'éviter, en tout cas c'est un consensus d'équipe parce qu'il n'y a aucune recommandation officielle, de leur dire, on ne va pas introduire la psycho dès le départ pour ne pas renforcer l'idée que c'est dans la tête que ça se passe et qu'il faut absolument la psycho, même s'ils ont besoin d'aide au départ. Mais clairement, quand ils vont bien, on leur dit maintenant, c'est pour vous accompagner à revenir dans le chemin de la normalité. Déjà, l'objectif n'est plus le même et ça passe très bien. D'ailleurs, souvent, quand je leur demande de voir notre psychologue ou nos psychologues, je leur dis en fait, j'ai besoin de son avis pour savoir comment orienter votre prise en charge. Et ça les rassure en disant c'est le docteur qui a besoin de l'avis de la psycho, c'est bien, je peux y aller. Je veux lui faciliter la vie pour que ça aille mieux. Il y a autant de pharmacos que de non-pharmacos, parce que ça s'adresse autant à l'émotion qu'à la sensation. Bien sûr qu'il faut peut-être un peu de pharmaco pour l'émotion. Oui, bien sûr que certains patients, on va les mettre sous antidépresseurs, autres que les tricycliques, pour que ça puisse éventuellement les aider. On n'a pas parlé de duloxétine, mais la duloxétine, parfois, est un bon traitement qui permet de pouvoir avoir un double effet. L'effet que sort, c'est sûr. Et généralement, très rapidement, j'atteins assez rapidement les 75 2 fois. Et ça marche. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en améliorant le moral, le physique va s'améliorer. Il faut les remettre à l'activité. Il y a un bon, voire même un très bon pronostic s'il y a une compliance. Si les gens jouent le jeu, ça marche. À part ceux qui parfois, et on en a quelques-uns, qui ont un bénéfice secondaire à être douloureux. Parce qu'ils ont un bénéfice à être douloureux et à le rester, parce que du coup ça leur apporte quelques autres avantages. C'est comme ça. Encore une fois, ça va peut-être à peine vous surprendre, mais j'ai trouvé beaucoup plus de bénéfices secondaires chez des hommes que chez des femmes. Voilà. Un suivi de 6 mois à plusieurs années, mais toutes les théories qui parlent de reconditionnement à l'effort, je pense que la vérité, elle commence ici, dans le reconditionnement. C'est pas un reconditionnement cérébral, c'est un reconditionnement à l'effort musculaire. Et plus les gens bougent, plus ils pourront bouger. La seule chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on leur dira c'est dans votre tête que ça se passe, eh bien, il y aura toujours la peur du regard des autres. Et il y a un énorme besoin de reconnaissance. Alors c'est sûr qu'il ne relève pas forcément d'une reconnaissance à LD30. Hein. Alors je dis des... Mais, d'un autre côté, une reconnaissance d'un statut en disant, effectivement, puisque il y a un consensus et des examens qui ont été faits, vous avez rempli les cases qui permettent de conclure une fibromyalgie, la reconnaissance même du statut de fibromyalgique sans avantage financier, c'est déjà rassurant pour un patient. Et au fait, il manque de reconnaissance humaine en disant, finalement, les gens nous prennent pour des simulateurs. Et ça, c'est insupportable pour eux. Merci d'avoir supporté encore plus de questions que de réponses. Merci en tout cas.